Donc on va parler, donc, je vais dire deux mots sur RGBM. Donc RGBM qui est un petit peu la même chose que, enfin, qui a été développé donc en 91 par Wenke. Et en fait, donc ce modèle RGBM est un modèle qui est commercialisé. Donc on n'a pas forcément beaucoup d'informations dessus. Enfin, vous verrez que beaucoup d'algorithmes implantés dans les ordinateurs, on n'a pas forcément beaucoup d'infos dessus. C'est commercial, c'est vendu. Donc on peut quand même dire que RGBM, il y a du gaz dissous, Aldan, et donc du VPM. Donc utilisation des noyaux. Il y a les deux modèles en fait, les gaz dissous plus les noyaux. Alors, il est basé donc sur des expériences, mais aussi sur des données de DAN. Tout le monde connaît DAN, hein. Donc Dive Alert Network. En fait, c'est une association qui fait des études américaines sur les accidents, mais à but un petit peu lucratif, quoi. Non? Oui, oui. Voilà. Voilà, ils sont. Voilà. Il y a prise en compte aussi un petit peu des paliers profonds, donc différentes choses intégrées. Voilà. Et bon, une période jusqu'à 720 minutes. Donc, ils essayent de voir de déterminer un petit peu comment les noyaux s'écrasent en descendant, comment le surfactant va laisser passer ou pas les gaz. Donc, on retrouve ce qu'on a vu, et avec une définition donc, de la tolérance de bulle en excès. Et l'idée étant donc de rester en dessous du régime de bulle. On a un petit peu, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que si on a trop, on a un accident. Donc l'idée étant de rester en dessous de ce niveau maximum de bulles. Donc on essaye de diminuer l'apparition des bulles, l'accroissement de ces dernières, de façon à éviter les accidents de décompression. On limite la taille et le regroupement des bulles. Vous avez compris, hein, il y a le rayon critique, c'est-à-dire à quel moment le noyau devient une bulle et la bulle devient dans le... Mais il y a aussi le volume critique, c'est-à-dire le nombre de bulles maximum que l'organisme est capable de tolérer. Donc j'ai mis quelques caractéristiques, hein. Donc palier de sécurité, la vitesse de remontée, vous voyez RGBM 9 mètres minutes. Donc il y a des restrictions sur les profils inversés, les plongées profondes, les plongées répétitives, enfin au-delà de 30 mètres, tous les profils qui peuvent éventuellement donner des accidents. Et aussi la plongée sur plusieurs jours. Donc toutes ces choses-là sont intégrées dans ce modèle. Mais ce que je disais, c'est un modèle qui est commercialisé, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. A priori, donc Suunto l'implémente. Donc approche classique plus RGBM pour Suunto. Et aussi certains logiciels de décompression l'intègrent. Je l'ai mis Abyss, il y en a d'autres qui l'intègrent. Oui, alors deux mots sur les paliers profonds. Donc on constate qu'effectivement pour remonter le gradient et s'arrêter en attendant que ce qui est Aldan, ça semble plus tellement coller. On s'aperçoit qu'il y a des bulles circulantes. Donc l'idée, c'est de faire d'autres choses. Et donc il y a une expérimentation de Peel. Peel, c'est un biologiste américain qui faisait des prélèvements et qui a récupéré donc des poissons et qui les a remontés et qui s'est aperçu que si il s'arrêtait un moment, ces poissons arrivaient en surface mieux, dans de meilleures conditions. Donc les expérimentations ont été faites, on se dit pourquoi on ne s'arrêterait pas plus profond. Toujours pareil, l'idée étant de laisser les noyaux gazeux en tant que noyaux ou des toutes petites bulles et laisser s'évacuer avant d'en avoir trop. Donc la génération d'un rapide gradient de surpression, on le sait, hein, ça produit beaucoup de bulles, sans pour autant que les coefficients de sursaturation critique soient dépassés. Donc c'est pas bon, il faut qu'on trouve autre chose. Donc l'idée étant de s'arrêter profond, attendre que les bulles s'évacuent pour remonter. Donc voilà, théorie actuelle de décompression, RGBM. Donc association de modèles classiques pour les plongées profondes. Alors le problème, c'est que c'est pas validé, il n'y a pas de validation officielle, c'est assez empirique, hein. Parce qu'un palier profond, à quelle profondeur je le fais, combien de temps Alors, je vous donne, vous verrez, en général, on dit à la moitié de la profondeur à laquelle je suis jusqu'à la profondeur du premier palier. Donc ça, c'est une des théories de dire qu'effectivement, on s'arrête à la moitié. Si je suis à 50 mètres, mon palier est à 3 mètres, je m'arrête à 25 mètres. Bon. Mais c'est empirique, c'est toujours le même problème, c'est empirique. Donc prise en cause de l'azote dissous et de celui en phase gazeuse, c'est toujours le même problème, hein, les bulles, les noyaux gazeux, et puis on s'arrête avant que les noyaux gazeux deviennent des bulles. Voilà, amorcer la désaturation sans passer par la phase gazeuse en restant lumineux.
Mais ça nécessite de connaître la profondeur à laquelle le tissu directeur commence à désaturer. Voilà, ça va dépendre de votre plongée. Donc l'idée étant de planifier sa plongée avant. Parce que si on la planifie avant, on saura avec des logiciels de planification à partir de quand les compartiments commencent à désaturer. Donc on est capable de dire il faut s'arrêter là. Donc ça nécessite de la planification avant. Mais par contre, en saturer d'autres. Oui, je dois l'écrire juste après. Attention, les paliers profonds vont augmenter la durée des derniers paliers et le temps total de décompression, évidemment. Mais il est certain que certains compartiments, c'est des problèmes de profondeur plancher là, sur les ordinateurs, et de profondeur plafond et de profondeur plancher. La profondeur plancher, à partir de laquelle les tissus désaturent. Il est certain que certains tissus, en palier profond, ils vont pas... Ben oui, ça paraît évident. En conclusion, marquer des paliers, donc c'est intéressant. Les micro-noyaux ou les petites microhuiles vont disparaître. Et on évite, alors ça c'est les gens qui l'ont pratiqué le disent, hein, la fatigue, les maux de tête, il semblerait quand même qu'il y ait en sortant des avantages à faire des paliers profonds. C'est quoi la question? La question c'est comment déterminer la durée du palier profond. Eh bien, donc il y a une règle sur la différence entre la profondeur à laquelle on est et la moitié. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Par contre, la durée, les gens qui font des paliers profonds, ils les ont planifiés sur leur logiciel de planification. Et c'est en voyant les logiciels de planification et les courbes qu'on arrive à savoir à peu près. C'est sûr que si je suis avec mon ordinateur que je vais faire un palier, ça peut être effectivement intéressant pour sortir en étant moins fatigué. Mais certains ordinateurs intègrent effectivement ces notions. Voilà un peu des exemples que j'ai trouvés. Donc c'est Jean-Pierre Humbert. Vous voyez, palier profond, on commence effectivement. Alors, il y a plusieurs théories. Soit vous faites des paliers profonds, donc ce que vous disiez, on commence des paliers assez profonds, ou alors on fait vraiment un palier à mi-profondeur. Ou alors, alors, il y a ça aussi, on en reparlera, la vitesse variable, c'est-à-dire qu'on remonte vite au début, puis plus ça va, plus on remonte. Donc c'est adaptation de vitesse de remontée. Je vais vous dire 2 mots sur la contre-diffusion. Juste 2 mots, c'est pour les gens qui font de la plongée mélange. En fait, c'est quand vous allez changer de gaz. C'est juste, si jamais vous le lisez un jour, vous en parlez de savoir ce que c'est. En fait, quand vous allez changer de gaz entre de l'hélium, de l'azote, donc vous changez de gaz, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous mettez en présent dans des tissus, des gaz différents. Par exemple, vous respiriez de l'azote, mais maintenant c'est de l'hélium, ou l'inverse. Qu'est-ce qui va se passer? Le compartiment il va se vider d'un gaz, il va se remplir de l'autre. Sauf qu'ils ont des vitesses d'absorption et de saturation qui sont différents. Donc vous risquez à des moments d'être en sursaturation. Je vous ai mis un exemple. Par exemple, la solubilité de la diffusion fait que l'azote quitte le compartiment moins vite que l'hélium rentre. Donc vous êtes à des moments en sursaturation temporaire, ce qu'on appelle la contre-diffusion. Voilà. Si jamais vous lisez ça dans des littératures, sachez donc qu'on peut être à des moments en sursaturation quand on change de gaz. Voilà. Alors, l'avenir. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Alors, on lit ça dans des documents, que l'avenir serait plutôt une vision, on va dire, plus probabiliste, parce que quelles que soient les tables, perfusion, diffusion, volume critique des bulles, là je vous ai résumé les 3, ce qu'on a vu, hein, il y a toujours des accidents, même avec le respect des tables, le respect des procédures, et des accidents. Donc, on pourrait dire que l'accident, alors est-ce que l'accident déjà est un phénomène aléatoire ou pas? Est-ce qu'on est capable de le modéliser, pas de le modéliser? Est-ce qu'en fonction de sensibilités diverses et variées? Eh bien, ce qui semblerait, c'est que le modèle mathématique semble, alors loin, j'ai marqué loin, mais c'est pour frapper un peu, loin des réalités. Il y a des proximités, on ne sait pas toujours déterminer les vrais paramètres. Il y a des paramètres qui sont difficiles à modéliser, le stress, la fatigue, voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'étudier des bases de données et à partir de bases de données, déterminer justement des tables, déterminées à partir de bases de données. Donc, ce qui compte, c'est plutôt l'étude statistique des risques sur les bases de données face à une science qui semblerait être pas exacte. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est l'idée qu'avaient eu les gens quand ils ont développé le Doppler, on l'a vu tout à l'heure ce matin, de dire peut-être qu'on pourrait se limiter à des études statistiques. Alors je vous mets véritable révolution. Ce qu'on a vu avant, c'est du déterminisme. Un déterminisme, c'est on est capable de
en mesurant des paramètres, de calculer et de prévoir l'avenir, entre guillemets. Donc, avec des modèles probabilistes, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'estimer le risque d'apparition d'un accident à partir d'un profil. Avec des compromis, bien sûr. Alors, les méthodes statistiques et de probabilité, il faut qu'on trouve des tables, mais pour pouvoir valider les modèles, il faut qu'il y ait des accidents. Parce que si vous faites une table sans accident, vous ne pouvez pas valider votre truc. Donc il faut des accidents pour dire bah, j'ai X% de. Alors, je ne vais pas dire de chance, mais une chance sur. Voilà, d'avoir un accident. S'il n'y a pas d'accident, la méthode statistique et de probabilité ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait absolument. Pour qu'on puisse dire ma table, elle est bonne à 1 sur je ne sais pas combien. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'observer donc des échantillons. C'est ce qu'on appelle la phase statistique. Et à partir des échantillons, en déduire et faire des spéculations sur la population, c'est les probabilités. C'est pareil sur les sondages. On prend une statistique et puis on estime qu'un tel va être élu et pas un tel. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Alors après, reste la question, est-ce que l'échantillon va refléter l'ensemble de la population? Il y a toujours des questions autour des probabilités. Et surtout, quelque chose dont on ne parle pas, c'est l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, c'est par rapport à ce que je donne, un accident sur X, mais avec 90% de chances d'avoir raison. Quand on entend des sondages à ce moment, on n'a jamais les intervalles de confiance. Quand on vous dit Marine Le Pen, pour prendre l'exemple, est devant je ne sais pas qui, Strauss-Kahn ou Sarkozy, mais on ne vous dit pas à 90%, à 100%, on n'en sait rien. Et ça, on ne vous le donne pas souvent dans les sondages. Oui, voilà, donc ils sont payés en plus. Voilà, donc en tous les cas, donc les méthodes statistiques, c'est estimer et valider pour la population des protocoles testés sur des échantillons. On prend un échantillon, on le teste et on valide sur la population. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que sur ces trucs-là, le plongeur pourrait lui en plus estimer le risque. Dire que moi je prends cette table qui me donne X% de chance où je prends un risque. C'est ce qu'on appelle la notion de risque acceptable. On pourrait y avoir plusieurs tables. Moi, je suis un peu un casse-cou, donc je décide de prendre la table qui me... D'accord. Donc, vous voyez, tous ces aspects-là font que pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment utilisé en tant que tel. Donc, on fait des analyses statistiques, pour résumer. On fait des hypothèses physiologiques quand même et des modèles mathématiques. Et à partir de là, actuellement, eh bien, c'est comme ça qu'on va déterminer des tables. Alors, pour l'instant, ce n'est utilisé que pour corriger des tables. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore sorti de table uniquement avec des analyses statistiques. Actuellement, ce qu'on fait, c'est des analyses statistiques plus des hypothèses. On prend un modèle mathématique, on sort une table, on la donne à un échantillon, l'échantillon la valide, et après, on dit c'est bon pour la population. Actuellement, c'est ce on verra après, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas des tables qui sont faites uniquement avec des analyses statistiques, sans modèle mathématique. Pour l'instant, c'est juste utilisé pour corriger des tables. Donc ça pourrait être effectivement une façon de faire des tables, mais vous êtes d'accord, vous avez bien compris que dans ce chose-là, il faut qu'il y ait des accidents pour qu'on puisse dire cette table-là a donné un accident sur 10 000 plongées avec un intervalle de confiance de 95%. 95% de chances que ça arrive. Alors, 2 mots sur les tests de remontée. Je vous ai pris, donc il y a peu d'études sur les tests de remontée, pas de théorie unifiée. Je vais aller assez vite sur les tests de remontée. Donc je vous ai mis quelques exemples. Donc vous voyez des différentes valeurs. Donc j'ai trouvé voilà, sur différentes tables. Voilà. Elle a été souvent traitée de façon intuitive, c'est-à-dire pourquoi 15, pourquoi 17, pourquoi pas 12. C'est assez intuitif. En fait, depuis un siècle, la décompression, elle a surtout été vue sous l'angle des paliers, c'est-à-dire on remonte et on s'arrête, et pas sur la vitesse étant un peu subsidiaire. On se dit, bon, on remonte, puis on s'arrête en tant que les bulles s'évacuent, et puis on repart. La vitesse n'a pas été traitée en tant que telle. Vous êtes d'accord? Cependant, j'ai marqué, alors, pendant la phase initiale de la décompression, il y a des bulles circulantes, c'est important la vitesse de remontée, donc il faut quand même la traiter, mais on n'a pas forcément beaucoup de choses. Donc quelques petits exemples, donc voilà.
Un Américain qui montre qu'un palier réduit les bulles. Les Italiens montrent que, voilà, je vous ai mis quelques exemples, hein, qu'à 9-10 mètres, on produit moins de bulles qu'à 18 mètres. On a fait des études à Marseille, bon, ça date un petit peu, mais on a fait une plongée, on est remonté, une plongée après 35 mètres. Je vous ai mis un exemple, donc 9 mètres minutes, et l'autre à 17 mètres minutes. Qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il y avait moins de bulles à 9 mètres minutes. Bon, voilà, on a constaté ça. Effectivement, que ce soit une ou deux personnes, si on recommence, alors c'est pas la même personne, est-ce que c'est le même jour, pas le même jour? Oui, le jour, pas le même jour. Est-ce qu'il était fatigué, pas fatigué? Enfin, bon, voilà. En tous les cas, on a constaté qu'il y avait moins de bulles. Ouais, et on a constaté, ça c'est intéressant, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce matin, qu'il y avait un écart plus important après 60 minutes. C'est-à-dire après une heure, c'était important pour les plongées successives. 9 minutes, il y avait quand même moins de bulles qu'en plus, ça se confirmait par la suite de la décompression de surface. Donc voilà, donc je vous ai mis des courbes, hein, vous voyez, on voit bien qu'il y a un pic, il y a un pic de présence de bulles. Alors là, c'était au Doppler. Hein. Après, entre 30 et 60 minutes, il y avait plus de bulles qui apparaissaient, avec une quantité de bulles. Bon. Voilà, plus pic de bulles. Alors, d'autres écoles, la vitesse variable. Hein. Au lieu de raisonner en mètres minutes, on va raisonner en bar minutes, c'est-à-dire ce qui veut dire qu'on peut décoller plus vite du fond et après ralentir au fur et à mesure de la remontée. Donc bar minutes. Pourquoi on raisonne en mètres minutes plutôt qu'en bar minutes? Ça paraît pas idiot de se dire on va raisonner en variation linéaire de bar, la pression se réduisant au fur et à mesure qu'on remonte. Donc on essaie d'être linéaire dans la réduction de la pression. En tous les cas, pour moi, 17 mètres minutes, ça me paraît trop rapide. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Voilà. Alors, la procédure de décompression. Deux mots. Comment on fait pour concevoir une procédure de décompression? On fait des hypothèses physiologiques. C'est ce qu'a fait Haldane. Équilibre instantané dans les poumons, la vascularisation. Donc, on fait des hypothèses physiologiques. Bon, on essaie de décrire le mécanisme, comment ça se passe, il y a de la diffusion, de la perfusion. Bon, on fait des hypothèses physiologiques et on choisit un concept. En parallèle de ça, on prend des bases de données. On essaie d'avoir des bases de données avec des profils, avec des choses comme ça, pour avoir quand même des idées. Une fois qu'on a fait ça, on va définir le protocole. Quelle vitesse de remontée? À quelle profondeur je fais mes paliers? Donc là, c'est 3 mètres. Quelle est la courbe de sécurité? Quels sont les protocoles pour les plongées successives? Je dois attendre temps, je fais le plongeur maxi, je ne trouve pas l'intervalle. On met tout le protocole d'utilisation. Et à partir de là, donc, on modélise, on écrit des équations. Donc c'est un phénomène qui est complexe et on essaye avec des équations d'avoir la réalité, le reflet le plus juste d'un thé physiologique. Vous êtes d'accord qu'il y a certaines choses qui sont difficiles à modéliser. Je dis le stress, la fatigue, le corps humain, le poids, je ne sais pas quoi, l'indice de masse graisseuse, faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, et on va mettre en équation deux choses. La quantité de gaz, donc c'est la première équation, c'est là, après ma plongée, où je suis au bout de ma plongée. Et la deuxième chose, c'est comment je remonte. C'est vraiment les deux choses à calculer un ordinateur. C'est la quantité d'azote quand je décide de remonter et comment je fais pour remonter. C'est vraiment les deux choses qu'un ordinateur va calculer. Donc, on calcule les paliers, la courbe de sécurité. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Éventuellement, on ajuste, on valide, on regarde, voilà. Et après, non, pas après, je couperai ça. Alors, donc je vous ai repris un petit document qui est intéressant d'Humbert aussi, qui représente un petit peu, bon, d'un point de vue plus schéma bloc, on va dire, un petit peu comment on modélise. Donc, on part de paramètres de plongée. À partir de là, c'est ce que je disais. Donc, on va calculer les échanges gazeux tissulaires avec des paramètres et on va calculer la quantité de gaz dissous au moment de la remontée. C'est la première chose. Donc, on calcule cette valeur-là. Ensuite, éventuellement, on va essayer de modéliser les échanges gazeux bullaires. Parce que la bulle, elle est où? Les petites bulles, les micronoïdes, ils sont où? Soit ils sont dans le sang, soit la bulle, elle est dans le tissu, ou alors elle est à l'interface entre les deux. Donc tout ça, ça peut jouer. Donc tous ces échanges gazeux au niveau de la bulle, rappelez-vous VPM, le surfactant qui n'est pas étanche, donc le gaz diffuse. Donc on s'intéresse aussi aux échanges gazeux bullaires. Qu'est-ce qui se passe quand la bulle remonte? Et à partir de là, donc, on prend des critères d'ascension, et l'idée étant de stabiliser la bulle pour pas qu'elle grossisse trop.
Et à partir de là, donc, on en déduit un profil de désaturation. Donc voilà, pour présenter d'une autre façon un petit peu la modélisation mathématique. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend un échantillon représentatif. On verra l'échantillon tout à l'heure des tables MN90. Est-ce que c'est un échantillon représentatif? En tous les cas, on essaye. Donc on choisit la population et on fait des essais avec cette population de référence, échantillon. Donc avec une multitude de profils en mer, en caisson, enfin on essaye de faire la multitude possible. Et à partir de là, on va faire des statistiques. Il y a des accidents, il n'y a pas d'accident, ça marche pas. Et d'accord, il faut des accidents, sinon on ne peut pas dire si c'est bien ou pas. Voilà, on vérifie donc, je vous dis que le nombre d'accidents ne dépasse pas le taux considéré. Alors là, je lui ai mis 1 sur 1000. Bon, on trouve des taux, alors on trouve 1 sur 10 000, on trouve beaucoup de taux. Et avec, je vous rappelle, un intervalle de confiance que l'on choisit aussi. On ajuste éventuellement, si jamais on modifie les paramètres, on modifie. Voilà, on parlait tout à l'heure les coefficients de saturation critique ou les M-value. Tiens, on se dit qu'à 9 mètres, à 6 mètres, on a fait un palier, donc on bouge éventuellement les coefficients, c'est ce qui est intéressant. On modifie le protocole. Et après, on valide. On dit c'est bon, la population de référence, c'est bon, on les met sur le marché. On suit et on essaie de faire des bases de données. Des bases de données qui sont au cœur du problème parce qu'effectivement, c'est difficile à avoir des bases de données, en particulier sur la plongée loisir. On n'a pas forcément des bases de données. Voilà, on vérifie que le nombre d'accidents ne dépasse pas le taux considéré comme raisonnable. Alors, c'est quoi le taux considéré comme raisonnable? Oui. Et éventuellement, on l'adapte. Vous verrez sur les tables N90, elles sont sorties en 90 et il y a eu des adaptations. On verra, par exemple, c'est passé de 8h30 à 12h, ils ont changé des coefficients, il y a eu des groupes de plongée successifs qui ont changé, donc ils adaptent un petit peu. Comment? Oui, voilà, il y a des choses qui ont été adaptées au fur et à mesure de l'utilisation des tables. Alors, en conclusion, puis après on va faire plus les tables. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc j'ai mis un peu des conclusions un peu personnelles, qui n'engagent que moi. C'est difficile de modéliser un être humain. Des maths, des statistiques, la biologie est difficile. Enfin, c'est difficile. Il faut être assez humble, se dire qu'on n'a pas encore trouvé l'équation complète du fonctionnement. Voilà. Les méthodes de calcul sont de plus en plus poussées, mais effectivement, pour l'instant, l'étape parfaite, à mon avis, n'existe pas encore, et je ne suis pas sûr qu'elles existent un jour. On a remis en cause beaucoup d'hypothèses de Haldane, mais tous les modèles plus ou moins en découlent. Il l'intègre en tous les cas. On dit souvent il y a Haldane plus Bullman pour le pression leveler, plus les modèles à croissance de bulle. Mais globalement, ça dépend de Haldane. Et donc on complète ce modèle par des modèles à croissance de bulle. À la fois croissance de bulle d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire nombre de bulles pour ne pas dépasser le volume critique, mais aussi qualitatif, taille de la bulle. Donc on travaille là-dessus, et globalement on fait les deux. Alors je vous mets l'hypothèse des rapports et des gradients cohabitent. Alors, les rapports, c'est SC égale TN2 sur PA. Ça, c'est les gradients. Les rapports, pardon. Et les gradients, c'est Bullman ou Workman, c'est-à-dire la quantité d'azote. Mais globalement, c'est un peu la même chose. Voilà. Il y a plein de modèles. Les accords entre RGBM, VPM, Haldane, Spencer modifié. Et on change le nombre de compartiments, les périodes, les paliers. Mais globalement, c'est quand même un peu la même chose. Utilisez des tables adaptées. Si vous faites de l'altitude, du trail, prenez des tables adaptées. Il n'y a pas beaucoup de bases de données. La Marine nationale a des bases de données, la COMEX un peu, mais il n'y a pas beaucoup de bases de données. C'est assez confidentiel. Quelle est la représentativité de ces bases de données par rapport à la plongée loisir? Et elles sont au cœur du problème, parce qu'effectivement, les bases de données vont nous permettre de dire si les modèles sont bons ou pas. Vous êtes d'accord qu'on n'est pas tous égaux dans la décompression, c'est-à-dire même d'un jour à un autre, une même personne. On parlait tout à l'heure de les plongées à 9 mètres minutes ou à 17 mètres en fonction d'un jour, d'un autre jour, de la fatigue. Bon, c'est pas forcément évident. Le filtre pulmonaire n'est pas toujours pareil. Il y a des problèmes de FOB, de CHAMP, toutes ces choses-là. La modélisation de toutes ces choses-là, c'est pas... On ne va pas observer tous les plongeurs, savoir s'ils ont un FOB ou pas avant de modéliser, puis leur dire sur mon ordinateur, oui, c'est difficile à faire. Bon, l'extrapolation des tables hasardeuses, c'est des choses assez évidentes. Il y a des différences quand même dans les procédures d'utilisation des tables, il y a quelques petites différences.
On ne peut pas calculer sa table, évidemment. Ce qu'on a fait là c'est du purement théorique pour essayer d'expliquer, mais il ne s'agit pas de calculer ses tables avec ça. Pareil, comparaison, on demande souvent est-ce qu'il vaut mieux une table des ordinateurs. Bon, c'est difficile, hein. Alors, je vais en reparler après sur les tables. Pour les tables paraissent peut-être plus fiables parce qu'elles sont testées depuis par MN90 ou GR65. Les ordinateurs, si on l'utilise normalement, il n'y a pas plus de raison d'avoir d'accident. Hmm. Hmm. Le problème des tables, le problème des tables, c'est que ces gens-là, ils font souvent des plongées carrées. Ils plongent, plongée, ils remontent. Donc ça, c'est profil Aldan typique. C'est-à-dire on plonge, on est toujours à la même. Il faut imaginer quand on fait, la formule elle est là, quand on fait TN2 finale, une plongée normale, une plongée table, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette valeur-là, elle ne change pas, puis on plonge toujours à la même. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est assez représentatif. Mais quand vous faites une truc comme ça, là, une plongée un peu, ça n'arrête pas de bouger, ça. Enfin, oui, après pour calculer ça, c'est pas. Donc, donc de toute façon, l'ordinateur, je vais en parler aussi après, il est incontournable. Tout le monde a un ordinateur. Donc après, vous voyez. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que l'ordinateur est moins fiable ou plus fiable. Le problème de l'ordinateur, c'est qu'on peut l'utiliser au-delà. C'est ça le problème. Il y a le problème. Donc on constate des accidents, vous êtes d'accord, avec les redescentes, les plongées successives, les yo-yo, les trucs, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Les montées rapides. L'importance du profil de plongée face à la charge de gaz absorbée. Rappelez-vous ce qu'on a vu, un accident de type 1, type 2, la charge de gaz, Aldan, et puis on aperçoit quand même beaucoup d'accidents liés au profil. Et là, c'est plus la charge de gaz, c'est vraiment la naissance, la croissance des bulles. Il n'y a pas beaucoup de théories des tests de remontée, on l'a dit. Il faut remonter lentement, je pense que ça, vous êtes d'accord. Les plongées successives, pareil, on constate plus d'accidents avec les plongées successives. Hein, donc des chiffres que Dan a montré. Donc, sur les plongées successives, il y a beaucoup de bulles. Voilà. Aucun modèle de décompression ne tient compte des facteurs favorisés, connus. Bon, je vous ai mis le CO2, la condition physique, l'âge, l'effort physique, le froid, le stress, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est vrai avec les tables aussi. Hein. Ça, c'est vrai avec les tables aussi. Alors, est-ce que l'innovation, c'est étape probabiliste? On verra ce que l'avenir nous dira. Hop. Donc, on peut imaginer que les travaux permettront de perfectionner les gens travaillent sur des. On parlait ce matin de faire des petits efforts avant la plongée. Il y a plein de choses qui bougent, mais il n'y a pas pour l'instant de révolution, un truc. Non. Voilà, donc je crois que maintenant, c'est quand même les modèles déterministes, les théories sur la croissance des bulles et l'estimation statistique. C'est vraiment les trois choses qui vont effectivement permettre de développer des choses. La susceptibilité personnelle, la modélisation, non. Algorithme, pas encore, vraiment les vrais, non, pas encore, on n'y est pas encore. Donc les ordinateurs sont quand même assez prometteurs parce qu'on peut durcir le protocole, on va en prendre en compte la température, on va prendre en compte la ventilation, la respiration. Donc ça, c'est des paramètres importants sur la désaturation et sur la quantité de gaz. Mais il faudrait pouvoir mesurer, par exemple, je sais pas moi, le taux de bulle, l'analyse sanguine, faire des choses encore plus poussées pour gérer un petit peu la décompression. On pourrait imaginer un Doppler qui mesure les bulles, dit « Ah, il y a des bulles, on s'arrête, on attend qu'elles disparaissent. » On pourrait imaginer des choses. Moi, je pense que le phénomène, il n'est pas acquis. Le phénomène n'est pas acquis, ça c'est sûr. Et il faut être prudent, je pense, avec les procédures de décompression. Il faut être prudent. À chacun de réfléchir un petit peu. À plonger, après, c'est vous. Voilà, chacun réfléchit. La table parfaite n'existe pas, je pense. Gérez votre activité, j'ai marqué en bon père de famille. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. En tous les cas, merci de votre attention pour ces aspects sur les modèles de décompression. Voilà.